Salut tout le monde, j'espère que vous passez un bel été. L'occasion de redécouvrir les meilleurs moments d'entre vous et moi dans ce best-of de l'été numéro 2, avec tout de suite le destin très émouvant, incroyable, indicible de Patrick Bourdet, un petit garçon qui a grandi dans la violence et dans l'indigence et qui, contre toute attente, est devenu l'un des grands patrons français aujourd'hui, comme quoi rien n'est jamais écrit d'avance. Également Marouane Méry, négociateur professionnel qui va vous aider à débusquer les mensonges de vos enfants. Grégoire, le chanteur que vous connaissez, on connaît moins l'homme intime, celui qui a perdu 2 frères quand il était jeune et qui nous raconte cette rage de vivre. Anne Guéquier, présentatrice et fondatrice du Métamorphose podcast, le premier podcast sur le bien-être en France et qui va nous parler de sa naissance. On va d'ailleurs comprendre aussi pourquoi elle est si sensible à la vie. Et puis tout de suite on commence avec Emmanuel Petit, notre champion du monde. Alors je sais, on n'a pas été en finale de l'Euro, mais lui, il a rapporté la coupe avec l'équipe en 2000 pour l'Euro. Et puis surtout, il a rapporté la coupe qui allait faire de nous, la France, les champions du monde de foot en 98. C'était bon ces souvenirs et cette ambiance-là. Allez, on l'écoute ensemble. Abonnez-vous, laissez-nous un like, un petit commentaire et surtout découvrez également nos émissions en podcast. Ciao. Tu en as donné du bon, tu en as donné du rêve, de l'espoir. Chacun sait parfaitement ce qu'il faisait ce jour du 12 juillet. Christophe Dugarry avec Vieira sur le côté gauche. Le voici, Patrick Vieira. Emmanuel Petit est monté. Il va le mettre. Emmanuel Petit. Oui. Ouais. C'est gagné pour l'équipe de France. Bravo Emmanuel Petit. 3-0. La France est championne du monde. Ces mots de destin, ces mots de chance, ces mots de destinée, parce que les épreuves rendent plus fort. Il y a toujours cette phrase commune qui dit on peut essayer de forcer son destin, enfin dire tout ce que l'on fait au quotidien, ça va avoir un impact sur le destin qui va venir. Après, il y a le facteur chance où il y a même l'inconnu qui peut arriver. Mais on est tous capables de faire des choses incroyables lorsque la vie nous oblige à le faire. On a tous une force intérieure en fait, hein. Mais il faut simplement la découvrir en fait. Et je pense que c'est la vie en fait qui te challenge en permanence, ça te lance des défis, et c'est à toi de savoir quel genre de défi tu veux relever et jusqu'où tu peux être prêt à aller pour les relever en fait. Mais quelquefois, la vie, ça se joue à ça. Moi, je crois beaucoup aux détails, aux signes que la vie vous envoie, les chiffres. Je fais de temps en temps, c'est rare, mais ça m'arrive de faire des rêves prémonitoires. Donc oui, Pareil, quand vous étiez petit, j'en ai fait, oui. vous aviez rêvé. Je l'ai même dit à une certaine époque, avant même que la Coupe du Monde soit désignée en 98 en France, Que la France allait gagner. en finale contre le Brésil 2-0. D'ailleurs, l'anecdote a voulu que lors de la finale, où je suis réintégré en défense centrale, parce qu'on joue à 10 contre 11, je joue au milieu de terrain, notre défenseur central, je crois que c'est Marcel qui se fait expulser, puisque Laurent s'était fait expulser en demi. Et je dis à Franck Leboeuf, qui était mon coéquipier en défense centrale, à quelques minutes de la fin du match, je lui dis mon rêve est en train de se réaliser. Bon, lui, il me regarde, il comprend rien. En plein match. On est à 90 000 personnes dans le stade, il y a une forte ébullition à quelques minutes à l'issue de ce match, où tout le monde se dit on se dirige vers le titre de champion du monde. Donc à ce moment-là, je lui parle, je lui dis mon rêve va se réaliser. Il me regarde, il fait il est à 5 mètres de moi, mais il comprend pas ce que je lui dis. Et quelques minutes après, je casse mon propre rêve, en fait, en devenant presque l'acteur de mon rêve éveillé, en fait. Ouais, vous aviez oublié juste Mon troisième but à toi. Exactement. Ouais. C'est de l'humilité. Ça m'aurait pas dérangé de gagner 2-0 et rester comme ça. Hein, non, c'est vrai. Bah oui. On n'en tire pas de. Je suis pas un attaquant. Je suis pas un attaquant. J'ai jamais été un joueur offensif. On n'a pas la même logique que les joueurs offensifs. Nous, les joueurs à vocation défensive, on est plus dans la servitude, dans le sacrifice sur un terrain. On est des porteurs d'eau. On nous appelle communément des porteurs d'eau. Alors, certaines fois, ça peut blesser l'ego de certaines personnes, mais moi, ça me dérange pas. Moi, je me fiche complètement. Je veux dire, Est-ce on que est tu une ne penses équipe. pas que le destin, cette fois-ci, t'a mis en lumière pour te dire voilà. Je pense que le destin m'a peut-être mis en lumière parce que j'étais bien dans ma tête, j'étais bien dans mon corps, j'étais bien dans mon monde, j'avais trouvé ma place. Aligné. Ouais, il y avait un alignement des planètes qui m'a permis justement d'être extrêmement optimiste et vaillant, avec du courage, avec de l'ambition débordante. Je voulais bouffer le monde en fait, mais de la bonne manière.
Je voulais pas écraser les gens. Je voulais partager ces émotions-là avec tout le monde. Je voulais aussi honorer ma famille. Je voulais honorer la mémoire de mon frère. Tu leur dirais quoi justement à tous ces mômes qui rêvent de football, mais qui aussi... Je leur dirais exactement la même chose que je dis à mes filles. N'attendez rien de qui que ce soit. Si vous voulez quelque chose, c'est à vous d'aller le chercher. Le bonheur, ça se construit. Et surtout, le bonheur, ça ne s'attend pas de quelqu'un d'autre. C'est en soi. Vous avez grandi dans une cabane à la Teste de Buch, dans la forêt landaise. La cabane, vous pouvez nous la décrire, cette cabane où vous avez grandi. Vous parlez de violence, d'indigence, de beuverie, d'humiliation. Et en parlant de vos parents et des personnes qui venaient dans cette cabane alors que vous étiez un tout petit enfant, vous écrivez cette question. Étaient-ils encore des humains ? Oui, alors là, je me sens... c'est-à-dire, il y a longtemps que je n'ai pas été au contact de ces phrases, et ça me touche évidemment. Repensant à tout ça avec beaucoup de recul, je pense que la question était pertinente en vérité. Hein. Ce qui me vient là maintenant tout de suite, c'est qu'ils étaient habités, enfin je sais pas, c'était fou. Ils étaient... je sais pas, mais... Nelly, votre maman était alcoolique. Et votre papa, André, à 4 ans, vous aviez 4 ans à l'époque, est décédé. On vous en a caché la cause pendant très longtemps, alors qu'il s'était donné la mort. Vous étiez, vous, avec vos frères et sœurs, donc Lynn, votre petite sœur, et Boule. Marilyn, ouais. Voilà, Et Pascal, votre petit frère. Et puis Angélique. Une petite sœur qui est décédée à la naissance, mais que, quelques mois plus tard, oui. voilà, que vous avez connue. Donc Lynn, Boule et Angélique. Et vous dites de votre père, il s'est donné la mort pour me sauver la vie. En tout cas, c'est la lecture que j'en ai faite plus tard, hein, puisque au moment où il s'est suicidé, il avait écrit des courriers pour que nous soyons retirés de la garde de notre mère. Donc, entre 4 ans et 9 ans, j'ai été 5 ans dans un orphelinat et j'ai reçu là, je pense, des choses que je n'aurais pas reçues par ailleurs. Donc entre 4 et 9, c'est des périodes évidemment structurantes du développement de l'enfant. Et là, j'avais même pas conscience finalement de ne pas avoir de père ni de père ni de mère. Et en revanche, j'ai eu la chance de recevoir d'un certain nombre de personnes, et notamment d'éducatrices. J'ai reçu de l'amour en fait. Et j'ai une gratitude immense à cet endroit, bien sûr. À 9 ans, votre maman vient vous voir, je crois, et elle ne vous rend pas à l'aide sociale à l'enfance, anciennement DAS. Ouais. Et vous revenez à la cabane. Votre papa n'est plus là. Des hommes se succèdent à la maison, et la violence aussi. Vous dites... Lynn et Boule, on s'est recréé une famille tous les trois, un trio, et on se protégeait les uns les autres. Enfin, il y avait une chambre où mon frère et moi dormions, et c'est là où nous nous protégions en fait. Nous tentions, parce que parfois c'était un peu compliqué. Avec des trous de balles qui passaient. C'est ce qui m'a fait partir en fait. Hein. Ouais. J'ai vu un trou dans le mur et ça m'a convaincu de partir. Je me suis dit que j'étais chez les fous et qu'il fallait que je parte. Ouais. Ouais. En revanche, est-ce que toi, et je te demande d'être honnête, quand tu rentres à la maison, est-ce que tu t'es déjà fait avoir par tes enfants? Ah ben oui. Ah ben, puisque plein de fois. le spécialiste là, qui voit le mensonge à 10 mètres, j'imagine que tu en as à la maison qui... Ah oui, bien sûr, évidemment. Et tu tombes dans le panneau. Ah ben oui. Et puis en négo, c'est pareil. Les négociations les plus difficiles au monde, c'est avec vos enfants. Et moi, je suis, je pense, un des plus mauvais négociateurs du monde avec mes enfants parce qu'il y a de l'affect. Et ce qui brouille notre lucidité. Et sur le mensonge, c'est pareil. Mais c'est vrai que quand tu es particulièrement touché, c'est toujours plus compliqué. C'est pour ça qu'il n'y a rien de pire que de négocier face à quelqu'un que tu adores. Alors après, pour rien te cacher, quand il se passe quelque chose, quelquefois je passe en machine de guerre. Voilà, je te donne un exemple très simple. C'est qu'un jour, je rentre et je vois qu'il y a du Nutella sur le canapé. Voilà. Et donc, je regarde, j'ai 3 enfants.
Mais le dernier n'était pas né à l'époque et je demande à mes 2 enfants, donc un garçon et une fille, et je leur dis du coup qui a fait ça. Et là, chacun dit pas moi. Je fais ok, d'accord. Donc du coup là, je passe en machine de guerre parce que j'ai envie de le comprendre. Donc je vais les isoler chacun dans une pièce. Voilà. Alors écoutez-les les parents, comment on fait du coup dans ces cas-là? Alors évidemment ce que je fais c'est hyper bienveillant hein, évidemment, mais je vais les isoler chacun dans une pièce pour pas qu'ils puissent communiquer. Et je vais leur poser une question un peu piège. Voilà. Pourquoi? Parce que à force, ça fait plus de 26 ans que je travaille sur le mensonge, donc je connais quelques petits trucs. Donc je pose la même question à chacun des deux. Je dis, à ton avis, qu'est-ce que mérite celui qui a fait ça? Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Les coupables ont tendance à minorer la peine. Et donc, si jamais je me fais avoir. Effectivement. Et donc, l'un des deux a dit pas grand-chose, privé de dessert ce soir. Et l'autre a répondu privé de sortie pendant 1 mois. Je suis ok, d'accord. Donc, c'est celui qui a dit privé de dessert ce soir. Voilà, c'est comme ça que j'ai chopé. Parce que voilà, on a tendance à minorer notre peine. Est-ce que la mort de Ludovic résonne pour toi comme une autorisation à finalement vivre et être ce que tu as toujours voulu être? Autorisation, je ne sais pas, mais pour les autres peut-être. Pour les autres peut-être, pour mes parents, pour les gens qui m'entourent, parce qu'à l'époque, il faut bien se rendre compte que que être chanteur, ça n'existe pas. On doit être ingénieur, on doit faire des maths, on doit faire des sciences, on doit être avocat encore, ça peut passer. Mais non, il n'y a pas de saltimbanque dans l'histoire. donc après, il y a ce genre de l'autorisation, c'est autour de moi. Moi, je ne me suis pas senti autorisé. J'ai pas envie de penser que s'il n'était pas mort, je n'avais pas le droit. Transformer aussi quelque chose d'insupportable en quelque chose de vivant peut-être aussi. Ouais. Je n'ai jamais en fait laissé l'opportunité au hasard de changer ma destinée. Et donc les événements qui me sont arrivés, je les ai transformés, effectivement. Je les ai en tout cas, j'ai fait en sorte qu'il apporte quelque chose à l'endroit où je voulais aller. La mort de Ludovic en 2002, et puis 5 ans plus tard, en 2007, le suicide de Nicolas. Ouais. Et ils meurent tous les deux dans leur 33e année. Je trouve que c'est assez important de le noter. Je pense que Nicolas, vu qu'il a choisi de se suicider, n'a pas voulu avoir l'âge qu'avait Ludovic. Il n'a pas voulu devenir plus vieux que Ludovic, inconsciemment. D'accord. Parce que c'est quelque chose... Et puis, il y avait l'âge du Christ. Ouais. Il avait une grosse question là-dessus aussi, je pense. À ce moment-là, plusieurs choses... déjà, j'ai écrit Toi plus moi, parce qu'à ce moment-là, en fait, il faut, si on essaye de replacer un peu dans le contexte, je vis dans une ville de province. Autour de moi, mes parents divorcent, j'ai 16 ans, autour de moi, personne n'a des parents divorcés. Mon frère meurt, personne n'a connu ça autour de moi non plus. Ou très rare, mais c'est-à-dire que c'est vraiment pas... on est dans une sorte de microcosme un peu... je me rends compte aujourd'hui, hein, mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte à ce moment-là, quelque chose qui s'acharne un peu sur moi quand Nicolas s'en va. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un côté... déjà, perdre un frère, c'était pas courant dans mon entourage, mais d'en avoir perdu un deuxième, là, les gens se sont dit... mais pourquoi lui, d'une certaine manière? Il y a eu beaucoup de gens qui se sont posé la question de se dire mais pourquoi on s'acharne sur lui, enfin, ou sur eux, en pensant à ma famille, à mes parents. Hein, Tu as pensé à ça aussi, j'imagine? Non, parce qu'en plus, Nicolas, c'est un suicide. Nicolas, il décide en fait de nous donner ça, d'une certaine manière. Nicolas, quand il le fait, ce geste-là, c'est quand même très égoïste. À une famille qui a déjà connu la douleur, et il leur en inflige une autre. Là, il a choisi, donc je n'ai pas accusé qui que ce soit, à part Nicolas, d'être parti. C'est Nicolas qui est parti. Mais le revers de la médaille, enfin, ou l'endroit d'ailleurs, l'endroit de la médaille, c'est que ce que je dis sur Toi plus moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je disais en revanche,
Quand je disais laissez-moi tranquille, on me laissait tranquille, mais quand je disais les gars, ce soir on sort, j'ai envie de sortir, et ben les mecs qui rentraient, ils en avaient ras-le-bol, ils avaient juste envie de se coucher. Ils disaient putain, vas-y, on y va. Allez, il a envie de sortir pour une fois, vas-y, on va pas lui. Et donc il y a ce côté positif, c'est-à-dire que les gens, j'avais tous les droits, mais j'avais aussi le droit d'emmener les gens dans quelque chose de joyeux, d'heureux. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit Toi plus moi. Je pense que Nicolas m'a fait écrire Toi plus moi. Et là, si je ressors une chanson en disant t'es parti, nanana, en pleurant sur mon piano, je vais les tuer, mais pas Et en fait, donc j'ai écrit une chanson qui s'appelait Toi plus moi, pour dire aux gens qui étaient seuls, notamment, de rentrer dans la danse, qu'on allait s'amuser. Et donc j'ai beaucoup plus été dans cette dynamique-là, de me dire qu'en fait, du pouvoir que ça a, de pouvoir dire aux gens qu'on a vécu des choses comme ça, de pouvoir dire qu'il faut vivre. Et surtout, effectivement, quand les gens autour de soi n'ont pas vécu d'aussi grands drames, entre guillemets, ça peut parfois les remettre un peu en place, quoi, de se dire, bah tiens, effectivement, je me plains peut-être pour pas grand-chose. Comment tu expliques que la vie, à ce moment-là, a pris le dessus? Je sais pas. Je sais qu'en tout cas, j'ai toujours été optimiste. Ton ADN, on va en parler justement. Mon ADN. Alors, fille d'un couple de catho-naturistes. On les salue, hein, si vous nous entendez. Je leur enverrai. Et alors, ce qui est intéressant, et tu le partages, hein, tu le dis ouvertement, donc on le reprend, c'est que tu es née de l'amour, évidemment, mais tu as été conçue avant le mariage de tes parents, oui. Quelque chose qui ne se faisait pas vraiment à l'époque et qui n'était pas forcément dans les cadres, encore une fois. En quoi cette précision sur le fait que tu es née avant le mariage a pu avoir un impact sur celle qui nous parle aujourd'hui? Tout à chacun, comment est-ce qu'on arrive au monde? Comment est-ce que je suis née? Là, dans la vie in utero, ce que vivait ma mère, ce que vivait la maman de chacun, les émotions de mes parents, je me suis beaucoup intéressée au contexte de la naissance. Et je vois qu'il y a ce double mouvement, je parle beaucoup des doubles mouvements là avec toi, mais à la fois il y a cette conception du projet de l'amour, puisque en fait dans ce couple il y a un amour véritable, et en même temps le désir d'enfant, le projet de l'enfant à cet instant-là n'est pas le bon, puisqu'en fait ils ont le désir de se marier, le mariage est déjà prévu, mais l'enfant arrive avant. Donc il y a comme un mauvais timing, on va dire ça en anglais, mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Et donc c'est mal vu en fait. Il y a vraiment ce qu'on appelle le polichinelle dans le tiroir, tu vois. Il y a cette expression populaire qui dit ça. Et donc on peut imaginer comme maman qui aurait pu être en joie en fait d'attendre cet enfant, puisqu'il était le fruit de cet amour partagé entre mes parents, reçoit ce choc de se dire c'est pas bien, tu es la mauvaise fille, peut-être même la fille de joie, c'est très mal accueilli. Et donc qu'est-ce qu'elle ressent en fait dans ses tripes, dans son ventre, dans ses entrailles, on va même dire ça à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement? Donc ça m'a intéressée de conscientiser pour moi, parce que ça dit forcément de mon rapport au monde, de ma façon d'être au monde. Que ressent peut-être le fœtus, l'enfant, de venir à ce moment-là de tout ce processus émotionnel de ma mère et de ce qui va suivre après? Sur quelque chose qui paraît assez anodin aujourd'hui, bon, elle tombe enceinte avant le mariage, so what? So what? Sauf que émotionnellement, il y a une empreinte, il y a quelque chose qui s'enquiste à ce moment-là dans le fœtus. Alors je le dis pour moi et ça fera écho à chacun sur qu'est-ce que ma mère a vécu quand elle était enceinte de moi. Je demande vraiment toujours à chacun de se poser la question. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là autour de moi, dans l'empreinte émotionnelle de ma famille? À très vite pour un nouveau best-of. On se retrouve tout l'été sur la chaîne Entre vous et moi, mais également en podcast. Merci de vous abonner, de laisser un like et un petit commentaire. Ça fait un bien fou de vous lire. Très bel été à vous.